Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 décembre 2019. Comment ne pas parler de Gabriel Madinef? On pourrait s'abstenir, mais je vous sais, les quelques-uns qui écoutent mes vidéos, je vous sais ou je vous devine curieux de savoir ce que j'en pense. Voilà. Alors un mot d'abord sur la carrière de Madinef qui va se terminer là, incessamment. À 83 ans, sa vie est terminée. Et il la quitte. À mon avis, il va se suicider. Ça, je le prétends. Et lui-même l'annonce dès son premier livre, Le Défi. On va essayer de retracer un peu le parcours littéraire, philosophique, intellectuel de Gabriel Madinef. Il est né en 1936, en août, le 12 août 1936, ma mémoire est bonne. Il s'agit de vérifier, de corroborer en allant vérifier la page Wikipédia qui est extrêmement à jour. Alors, il écrit un premier livre, Le Défi, qui porte sur le suicide. Et tout au long de ses nombreux ouvrages, plus d'une quarantaine, la question du suicide, de la mort librement consentie et offerte à soi, est au cœur d'une de ses préoccupations. Alors, il est né en 1936 et il faudrait aussi, ça m'apparaît très important, si on veut, non pas excuser parce que ce qu'il a fait, ce dont il se vante d'avoir fait, et à n'en pas douter, c'est vrai, mérite plus que l'opprobre, mérite ce qui va survenir, en fait. Hein? Mais on pourrait se poser des questions aussi. Pourquoi avoir donné autant de gages de sa monstruosité? Je pense que nous sommes ici en présence d'un cas d'une pathologie assez invraisemblable, parce que la majorité des pervers ont, à minima, le souci de ne pas dévoiler les abominations qu'ils commettent. Mais là, c'est tout à fait le contraire. Et ça ne semble pas, si j'en suis les commentaires des uns, des commentaires outrés, à juste titre, des uns et des autres, on dirait que ça étonne personne. C'est assez curieux parce que lui-même se référait à des œuvres importantes, bon, comme Casanova, qui n'était pas un pervers. C'était un libertin, Casanova, mais c'était pas un pervers. Sade était un pervers, oui. Il se réclame de Sade aussi. Je vais revenir sur le parcours, on va dire, généalogique de la pensée, de l'œuvre, des travaux, du moins. Attendons avant. Ne soyons pas trop vite en affaires avant de parler d'œuvre. Alors, mais personne ne semble s'étonner, ce qui est pour moi une source d'étonnement, que ce type-là a lui-même raconté toutes les horreurs qu'il a commises. Ça, en soi, pour moi, c'est un fait inédit. C'est une posture inédite. Bon, je sais qu'il s'en est défendu par avance parce qu'il ne voulait pas être censuré. Bon, d'accord, il ne voulait pas être censuré et il y a eu la bénédiction, l'aval, l'imprimatur de son éditeur, qui n'est pas le moindre des éditeurs, qui est Gallimard. Hein? Gallimard, c'est la référence littéraire par excellence. Être publié chez Gallimard, c'est la consécration. Ben voilà, je pense que je vais... Bonjour! Vous allez bien? Cherchez-vous quelque chose? Oui, ben je vais faire un tour. Puis, D'accord. Parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo. Ah, ok. Non, il n'y a pas de problème. Alors revenons-en donc à sa naissance en 1936. Ses parents ont fui la Révolution russe de 1917. Ils appartenaient à la noblesse. Donc, et il a grandi, lui, dans un hôtel particulier. Alors donc, il vient d'une famille très, très riche qui a réussi à échapper à la Révolution.
ce qui n'est pas rien. Alors, c'est évident, dans sa petite enfance, il a côtoyé des exilés russes, il a côtoyé les meilleurs esprits de son époque, tout petit. Il a gagné des concours épiques aussi, pour vous donner une idée là, du milieu dans lequel il a grandi. Alors, quand plusieurs d'entre vous dites qu'il s'inscrit dans la transgression, ben vous avez faux. Parce que lui, sa monstruosité provient des études classiques. Vous savez lire. C'est un latiniste, d'ailleurs, assez compétent, semble-t-il. Or, il ne se réclame pas de Deleuze, ni de Foucault, ni de la French Theory. Rien à voir avec eux. Absolument rien à voir. Et ça aussi, c'est une erreur d'appréciation que vous êtes nombreux à faire. Lui, son monstrueux libertinage vient de beaucoup plus loin des Grecs et des Latins. Alors, c'est là-dessus qu'il s'appuie sur cette tradition-là, qui s'appuie pour commettre ses forfaits. D'accord? Mettons cette chose-là tout de suite au clair. Ensuite, d'ailleurs, il détestait les hippies, et en mai 68, il avait 32 ans. Alors déjà, il était non pas un homme mûr, mais assurément un homme fait. Et il a regardé avec presque de mépris, cette espèce d'énervement général, on va dire. Hein? Certains s'imaginaient que la révolution était aux portes. Lui, vous vous doutez bien que la révolution n'était pas quelque chose qui avait ses faveurs. Alors, en sa vertu d'aristocrate, et là, on va revenir aussi pourquoi il y a eu autant l'aval de... Parce qu'évidemment, il y a une question de snobisme. Il y a une question aussi, bon, ayant côtoyé dès son enfance les meilleurs esprits russes en exil, il a été très proche de Monterland avant que Monterland se suicide en 1972. Très proche de Monterland, et dans un de ses textes, là, je cite de mémoire, Monterland, qui lui aussi provenait d'une famille très riche et qui était une sorte d'aristocrate, en tout cas, il s'en réclamait, avait un appartement à Paris et où il était un collectionneur d'antiquités grecques et latines. Et Monterland demandait à Madinef qu'est-ce qu'il devait faire avec toutes ces sculptures-là qui décoraient son appartement. Et Madinef lui avait suggéré d'aller jeter tout ça dans la Seine, ce qui avait fort amusé Monterland. Après, il a été assez proche d'Hergé, il a été assez proche de Cioran. Il a écrit dans la revue de combat, qui a été animée pendant un temps, à la fin de la guerre, par Albert Camus. Alors, il était auréolé d'une sorte d'incroyable prestige intellectuel, avec cette patine, cette hauteur, cette onctuosité dans les manières, cette élégance qui était déjà un peu hors norme. Alors bref, il en jetait, si vous comprenez. Et sans doute, quand il y a eu la... Ah oui, j'oubliais. Comment il a découvert la philo? Il l'a découvert par Léon Chestov, entre autres. Hein? Chestov, un philosophe extrêmement important, qu'on lit assez peu aujourd'hui, mais qui est extrêmement important. Et... Ouais, j'ai perdu mon idée, là. Alors oui, c'est ça, voilà. À l'âge de 17 ou 18 ans, il relate ça toujours dans les premiers tomes de son journal, il a eu un épisode de psychotique. Pendant un certain temps, il a été hospitalisé et diagnostiqué souffrant de troubles psychiatriques sévères, de paranoïa aiguë, quelque chose comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait de la littérature un absolu. Voilà. Et cet absolu-là,
qui pour lui était une sorte de viatique, de permission, pouvant lui faire croire qu'il était au-dessus du commun des mortels. Alors ce suicide-là, imprimé, répété, on s'étonne qu'aujourd'hui, ce scandale-là n'ait pas éclaté plus tôt, mais il suffisait simplement de lire ses livres et ce qui faisait dire à d'autres commentateurs que même dans le monde de la littérature, les gens lisent assez peu. Et pour beaucoup, la littérature est une activité mondaine, tout simplement. C'est peut-être pour ça aussi que d'une certaine manière, elle n'a pas la faveur du grand nombre. Il y a des activités mondaines sans doute plus prestigieuses maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert au cours de cet épisode psychotique? Eh bien, il a découvert Schopenhauer, il a découvert Dostoïevski, Casanova, Lord Byron, maître dont il n'a jamais cessé de se réclamer. Alors, et si vous voulez avoir en tête la figure, pensez à Stavrogin dans l'œuvre de Dostoïevski, qui est le plus que le libertin, le diviseur, celui par qui arrive le scandale. Dans cette affaire-là de Pivot, par exemple, où il l'a invité 5 fois dans son émission, Pivot pensait inviter, pour se rendre intéressant d'une certaine manière, une sorte d'amuseur vaguement, plus que vaguement, on va dire sulfureux. Mais aujourd'hui, ce même Pivot, c'est lui qui a été la dupe de Madinev. En fait, Madinev s'est joué de lui comme il s'est joué à peu près de tout le monde. Et c'est ça qui est effarant. Et là, aujourd'hui, vous êtes hyper nombreux à très mal réagir, avec raison, à ce qu'on a découvert sur ces pratiques. Mais déjà, tout ça a été écrit déjà depuis près de 50 ans. Alors, un temps de réaction comme celui-là me laisse songeur. Autre chose, vous êtes également très nombreux à dire que son œuvre ne vaut rien. Eh bien, je pense que vous êtes mauvais juge pour le faire. Parce que, puisque vous n'y avez vu que du feu pendant tant de décennies, eh bien, je pense que s'il était mort tranquillement dans son lit, sans ce scandale-là final, parce que, évidemment, sa vie est finie, et elle l'était déjà, disons, mais là, il n'y a plus aucun éditeur qui va le publier, il ne sera plus engagé dans aucun journal, c'est terminé pour lui. C'est terminus. Mais ce terminus-là, il l'avait annoncé dès ses premiers livres. Si vous l'aviez lu, vous le sauriez. Alors, s'il était mort paisiblement dans son lit, sans scandale aucun, il y a fort à parier que son œuvre aurait sombré dans l'oubli ou dans les limbes. Et là, maintenant, il vient d'obtenir un laissez-passer pour le purgatoire. La majorité des livres finissent dans les limbes. Ils ont un temps de vie, X, ils touchent un certain nombre de personnes, et les générations passent, et d'autres lecteurs, d'autres lectrices finissent par s'émouvoir des livres écrits. Mais la plupart des livres sont dans l'oubli. Ils ont une durée de vie plutôt courte, mais d'autres restent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un livre reste? Eh bien, ça, Madinev savait qu'un livre reste s'il est estampillé du sceau du mal. Et lui a fourni suffisamment aux lecteurs de demain les signes, les stigmates du mal. Et en plus, il accuse toute notre époque, parce que ce qu'il dit, ce qu'il nous montre, outre l'impunité d'un pédophile notoire, ce qu'il nous montre, c'est une sorte d'indifférence, une sorte de paresse intellectuelle, une sorte de complaisance. Une sorte de paresse, donc, de complaisance de tout un milieu. Et ça accuse assez durement, selon moi, ce milieu-là. Et là où vous êtes nombreux à dire que son œuvre ne vaut pas un clou, mais je ne crois pas que personne, en ce moment, ne soit en mesure de juger de son travail. Et le scandale qui va
à mon avis, être suivi de sa mort. Là, hein. À mon avis, là, je m'attends à ce qu'il se suicide dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ou s'il ne se suicide pas, peut-être va-t-il aller se retirer dans un monastère. Peut-être que, bon, c'est un orthodoxe, j'allais dire, peut-être que l'Église catholique lui trouvera un refuge, mais assurément, il connaît une fin ignoble. Il connaît une fin ignominieuse et il le savait. Alors voilà, il le savait et son amour, parce que là-dessus, il ne faut pas douter de ça, hein, un amour presque hors norme pour la littérature. Hein. Alors, même s'il ne se suicide pas, la mort sociale qui est en ce moment à l'œuvre, la mort sociale il va finir sa vie dans l'opprobre, mais dans le déshonneur total, va faire que dans une génération, dans 30 ans, une nouvelle génération de lettrés va se pencher sur le cas de Madinef, va examiner les documents, mais ne pourra pas s'empêcher également de faire le procès de toute une génération. Et c'est là où Madinef, luciférien, abattra sa dernière carte, parce qu'il y a fort à parier qu'on va faire davantage le procès de toute une société qui est restée sourde, aveugle et muette devant les aveux répétés, publiés par un auteur. Alors, pour moi, c'est presque inimaginable que quelqu'un passe autant aux aveux sans en subir les conséquences et même d'être invité sur des plateaux de tournage, sur des plateaux de télévision. J'imagine que les nuits de pivot sont courtes depuis cette mise à mort. Et tout à coup, lui, il justifie ça par l'époque. Voilà, encore là, je vous l'ai dit, c'est pas vrai. Madinef n'aurait pas été invité à Apostrophe. Madinef n'aurait pas profité de ce vent de folie, de ce vent de débauche, de cette déferlante de transgression, qu'il aurait quand même commis ces exactions. Car, se réclamant, j'allais dire du cours classique, mais se réclamant de la grande tradition antique, il n'y en avait rien à cirer de la gauche. Il n'y en avait rien à cirer de Foucault, il n'y en avait rien à cirer de Deleuze. Il ne les lisait pas. Voilà, c'était pas son univers culturel. Son univers culturel, c'est Schopenhauer, c'est Monterland, c'est Cioran, c'est Chestov, c'est Dostoïevski, c'est Tintin, ou ironie, mais ça n'a rien à voir avec la French Theory. Alors, beaucoup de gens mélangent tout, là. Et tant de réactions. Bon, quant à Denise Bombardier, chacun loue son courage, chacun loue son honnêteté, à n'en pas douter, c'est le cas. Mais de dénoncer un pédophile notoire qui a lui-même fourni les preuves accablantes de sa monstruosité, outre le courage, ne confère pas de talent littéraire particulier. Alors, ça, c'est une autre histoire. Et une certaine version qu'elle propose aussi, comme quoi elle aurait été... elle aurait été descendue en flammes dans certains journaux littéraires par représailles contre la dénonciation contre Madinef, m'apparaît un peu exagérée. Elle dit également aussi qu'on a cassé ses vitrines, ou on a tagué ses maisons. C'est pas sa maison, c'est pas le souvenir que j'en conserve. À l'époque, en 90, cette affaire-là, en tout cas du souvenir que j'en conserve, avait provoqué pas tant de réactions. Je me souviens cependant de quelque chose. Je me souviens que Pierre Pascot, assez cassé, avait invité Philippe Solers
à son émission du midi, qui était l'émission la plus écoutée au Québec. Et les deux s'étaient assez bidonnés sur le dos de Denise Bombardier. Alors, et Pierre Pasco avait été extrêmement complaisant à l'égard de Philippe Solers. Bon. Et Solers, ne l'avait pas... l'avait descendu en flamme. Bon. Tout ça, c'est une autre histoire. Mais on peut saluer, d'ailleurs, on ne manquera pas de le faire, l'honnêteté intellectuelle de Mme Bombardier, ça, il n'y a aucun doute. Mais de penser qu'elle a eu des mauvaises critiques uniquement parce qu'elle s'en est pris un pédophile m'apparaît extrêmement, à tout le moins, téméraire comme conclusion. Ça, elle aussi, on laissera les historiens littéraires de demain, n'est-ce pas, juger de ce qui va rester de l'œuvre de Denise Bombardier. Parce que c'est facile aujourd'hui, d'ailleurs, si on analyse l'histoire littéraire sur une assez longue portée, c'est très difficile de savoir qui va rester et qui ne restera pas. Et en plus, souvent, les auteurs qui sont redécouverts lors d'un nouveau brassage de cartes, eh bien, par les nouvelles générations, on retourne les cartes, on les rebrasse, on les retourne. Eh bien, parfois, c'est des auteurs qui ont passé complètement inaperçus dans leur temps, parce que ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils avaient à proposer, était inaudible pour la majorité des contemporains lettrés. Alors, il faut avoir l'oreille fine. Alors, si vous me demandez aujourd'hui quels sont les auteurs qui vont rester, ben, si je m'arrêtais juste au Québec, je serais bien en peine de vous dire qui va rester en ce moment chez ceux qui ont la faveur soit critique, soit du grand public. Je serais bien en peine de vous le dire. Mais je peux vous dire que certains qui ont en ce moment les faveurs du grand public, il y a assez peu de chances qu'ils restent. Ça, c'est l'expérience du métier de libraire, de voir des gloires célébrées et voir ces mêmes gloires se faner le temps d'une saison. Alors, j'ai mis l'hypothèse, j'ai partagé en bas de la vidéo l'hypothèse que les livres de Madneff ne seront plus réédités, assurément. Aucun éditeur va se risquer à faire cela. Et qui vont commencer à, sans doute, pas tout de suite, peut-être dans 10 ans, les prix vont commencer à monter. Ils vont être recherchés, non pas pour la valeur intrinsèque de ces livres, mais sur ce qui a permis le scandale Madneff. Et le scandale Madneff a touché tout le monde. Il faut comprendre, il a fait tache d'huile. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a compromis tout le monde. Et c'est l'œuvre d'un... Je vous le dis, c'est un esprit quasi luciférien qui a pu faire ça, avec une parfaite connaissance du fonctionnement du monde des lettres et de comment se joue la postérité. Parce que là, j'ai une idée, mais j'arrive pas... Peut-être que ça relève plus d'une intuition, mais j'arrive pas à bien la... Je vous donne un exemple, tenez. Un exemple. Peut-être que l'exemple sera pas bon. On a réédité un ouvrage de José Yvon, dernièrement. Kamikaze, fille bandée. Et la critique porte au nu cet ouvrage-là. Ça a mis du temps avant de le rééditer parce qu'à cause des images dedans. Mais eux aussi, ils travaillaient, Vanier et José Yvon, ils ne travaillaient plus sur leur... Ils travaillaient sur une longue portée. En fait, c'était des œuvres antumes, pré-posthumes. C'est comme s'ils étaient déjà morts et ils planifiaient sur 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans la réception de leurs œuvres parce qu'ils sont devenus des artistes maudits. Alors, pour moi, il y a un lien. Alors, c'est pour ça aussi mon idée n'est pas tout à fait... Il faudrait que j'y réfléchisse davantage, mais j'ai réfléchi, mais j'arrive pas à trouver le point d'ancrage entre le désir d'écriture et la martyrologie. Vous voyez un peu entre cet absolu littéraire et le désir de mort.
entre cette volonté-là de survivre par-delà notre enveloppe terrestre par une parole christique. Voilà. Et que c'est peut-être parce que toute notre culture est imprégnée par la parole de Dieu, recueillie dans un texte, dans un ensemble de textes, dans une bibliothèque. Hein. La Bible, c'est une bibliothèque. C'est ce que ça veut dire. Bible, ça veut dire bibliothèque. Et la bibliothèque, notre bibliothèque fondatrice, à nous, civilisation chrétienne, en tout cas pour l'instant encore, est composée de 73 livres. Alors, des livres qui sont canoniques. Et dans la Bible, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais vous en avez une petite idée, on y trouve de tout, des massacres, des infanticides, des abus de toutes sortes, des monstruosités. Et Madinef se réclamait également de cette Bible-là. Et nous, je pense que nos esprits en sont imprégnés. Et que la seule façon, au fond, de laisser une œuvre, eh bien, c'est de faire une œuvre christique, une œuvre inscrite sous le signe du martyr. Alors, Madinef a désiré cette mort sociale. Cette mort sociale, elle vient de loin et elle s'appuie sur une connaissance livresque de la tradition martyrologique qu'est la nôtre. Vous voyez, c'est ça qui en fait, pour moi, c'est ça qui est inouï. Et ces crimes personnels nous accusent autant que si nous les avions commis nous-mêmes parce que nous avons laissé faire. Alors, notre époque qui est alors oui, on remplace une morale par une autre, mais quelle est notre morale à nous? Hein? Outre le fait qu'on a un petit côté pas mal pharisien, hein, n'est-ce pas? Nous savions, mais nous préférions voir ailleurs. Alors, est-ce que j'ai dit tout ce que je pensais? Je pense que oui. Mais en ce moment, je pense que personne ne peut en dire grand-chose concernant son travail littéraire. Par contre, s'il est mort dans son lit sans scandale, probablement, très certainement, ses livres auraient été oubliés. Mais ce qui se joue là, maintenant, lui offre un laissez-passer pour le purgatoire, et non pas les limbes. Les limbes, ça, c'est l'immense majorité des livres qui s'en vont dans les limbes. Quelques-uns s'en vont au purgatoire, et au bout d'un certain temps, parfois, ils en ressortent. Est-ce que Madinef va sortir du purgatoire dans lequel il rentre, là, maintenant? Eh bien, c'est dans 30 ou 40 ans qu'on sera en mesure de le dire. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. Et comme vous avez déjà été trop nombreux à faire preuve d'un manque de jugement inimaginable, parce qu'au fond, la littérature s'intéresse assez peu de monde, et comme le faisait remarquer un de mes contacts sur ma plateforme Facebook, c'est l'occasion, cette curée-là est une occasion, au fond, peut-être pour beaucoup, de montrer à quel point ils n'aiment pas la littérature, à quel point ça n'intéresse pas les gens, la littérature. Voilà. Fallait bien que je me compromette. Je pense que certains d'entre vous étaient curieux d'entendre mon avis là-dessus. Ben, je vous l'ai donné. Attendons de voir. Assurément, le procès des livres de Madinef sera également notre procès. Et c'est là que le diable aura abattu sa dernière carte. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et bonne journée à tous, malgré tout.